reprendre nos travaux. Donc, je vous présente Terry Vendamish, qui est producteur et cinéaste. Et... Mais tu as quand même produit quelques pièces. Non, j'ai produit, c'est pas des éditions. C'est vrai? Oui. Non, mais j'ai Donc, les polémiques, on les garde pour la table ronde. Donc, Terry qui est cinéaste et qui a produit différents films documentaires, nous présente cet après-midi un film qu'elle a produit lors de l'exposition de Luciano Fabbro au Centre Pompidou en 1996 et qu'on va voir donc après ton introduction. Merci. Je voulais d'abord commencer par le remerciement. J'ai demandé à Bernard pourquoi, montrer le film pour moi me semblait suffisant, mais il a voulu absolument que je vienne présenter et j'ai compris un tout petit peu pourquoi, parce que finalement c'est peut-être au sujet de l'autonomie que je pourrais parler, de l'autonomie de l'artiste et de quel artiste. Mais je voudrais d'abord remercier aussi les personnes qui m'ont introduit à Luciano Fabbro, donc Véronique Oudineux, qui à l'époque, tu avais terminé ta thèse sur l'arte povera. C'était juste à ce moment-là. Et Daniel Soutif, qui était à l'époque directeur de la direction culturelle et donc qui s'occupait de l'audiovisuel au Centre Pompidou, qui m'a proposé de faire ce film sur Luciano Fabbro, quoique je disais que je ne connaissais rien à son travail et que voilà, donc c'était vraiment Véronique qui m'a prêté tous ces catalogues, qui m'a fait des cours intensifs, qui a prêté ses entretiens. Bon, j'étais vraiment imbibée de l'œuvre de Fabbro et j'ai compris que j'avais en face de moi un géant. Et c'était peut-être ça le problème, c'est que c'était vraiment... voilà. Donc, pour simplement dire que Daniel Soutif hésitait de me prendre, moi en tant qu'américaine, qui avait fait des films sur des gens comme Robert Morris, hésitait de vraiment me confier ce travail parce qu'il se demandait si j'allais comprendre la personnalité quand même assez complexe de Luciano et que je comprenais bien l'italien, mais je parlais pas bien l'italien. Je partais avec pas mal de comment dit-on, d'handicap. Et je dois avouer que je ne sais pas encore si le film que vous allez voir ici, c'est le film que j'aurais vraiment souhaité faire. Et à vrai dire, avant l'année dernière, quand Daniel Soutif l'a programmé au Louvre dans la présence de Luciano Fabbro, je ne l'avais pas revu parce que j'avais appris qu'il n'aimait pas ce film. Et donc je me suis dit, si Luciano n'aimait pas, c'est que j'ai failli à ma tâche et que donc j'avais l'impression qu'il fallait le retirer quelque part, pas du marché parce qu'il n'y avait pas vraiment de marché, mais il a été une fois programmé à Paris Première, coproduit par Serge Laloux et les films d'ici, et le Centre Georges Pompidou, et puis le film a disparu. Parce qu'il n'y avait pas de cassette, rien. Je crois que vous ne l'avez même pas peut-être eu pour votre colloque. Quand Fabbro est venu, est-ce que vous l'aviez? Non. Voyez, il a vraiment disparu. Et donc, c'est Bernard qui a suggéré que je pourrais éventuellement dire quelques mots, mais comme je ne veux pas prendre trop de temps, je pensais procéder un petit peu à travers un glossaire. Ce sont des mots que j'ai pris de différentes conférences, et surtout la tienne, Bernard, au début, de présentation, où certains mots, je me suis rendu compte que certains mots, effectivement, étaient liés à mon problématique de est-ce que je suis un artiste, selon Doris et Boyce, puisque je suis un être humain. Et tous les êtres humains sont des artistes, il y a des chances que moi aussi, je suis donc une artiste. Alors, qu'est-ce qui se passe quand deux artistes, un grand et une petite, se mettent sur le même territoire, enfin le territoire de l'œuvre d'art de l'artiste,
et que l'une doit rendre compte d'une œuvre qui n'est pas très connue au public, ou pas du tout, dans des termes, avec des moyens cinématographiques, et de travailler avec un artiste qui est très jaloux de son territoire et qui ne veut pas non plus qu'il y ait une parcelle de son territoire qui soit, dans un certain sens, pris de lui. Maintenant, Soutif avait fait, à mon avis, l'erreur de lui envoyer un film que j'avais déjà fait sur Robert Morris. Robert Morris est un danseur, un acteur, un artiste conceptuel. Vous le connaissez tous. D'ailleurs, je vais présenter ses films le 22 ou le 21 novembre à l'université de Lyon, où il va recevoir comment dit-on, un cum laude, comment est-ce qu'on dit, doctorat honoris causa. Honoris causa. Et ce film, il était très construit, parce que moi, je travaille toujours, je suis mal à l'aise si je ne travaille pas avec une certaine unité formelle, avec un dispositif en quelque sorte, et qu'avec tous mes films, j'essaie de trouver cette unité formelle, cette mise en forme, et de le proposer à l'artiste et espérer qu'il va accepter que quelque part, j'utilise son œuvre pour aussi accomplir en quelque sorte, je dis un peu modestement, mais en même temps c'est présomptueux de dire dans mon œuvre d'artiste d'insérer l'œuvre des artistes comme Michael Snow, Robert Morris, Luciano Fabbro, etc. Donc cette question-là s'est posée et je crois que Luciano, j'ai senti assez vite une grande richesse humaine dans Luciano. Les débuts étaient absolument cordiaux et généreux, merveilleux. Il m'a invité au restaurant, m'a invité pour rencontrer sa femme et Sylvia. Mais je sentais que ça n'avançait pas vraiment. Et j'ai présenté 3 scénarios à Luciano. Aucun lui a plu. Et on arrivait de plus en plus rapidement à la date du tournage. Et j'avais dit à ma productrice que je n'avais pas de film et que je pensais qu'il fallait que la rencontre avec Luciano était formidable, mais que moi, je n'arriverais pas à en faire un film. Mais les engagements étaient pris, la case en pareille première était faite, je devais aussi au ministère de la Culture, qui m'avait donné une première subvention, de finir ce film, et on m'a lancé dans le vide, et dans une situation pratiquement de reportage, ce que je ne sais pas faire et que je déteste, et où il fallait y aller parce que les équipes étaient prévues, bon, etc. Et donc les résultats est ce film que je vais presque redécouvrir avec vous. Il faut dire que je n'ai néanmoins eu un délai par rapport à la diffusion du film parce que le film devait être terminé pour l'exposition, et ils l'ont montré vers la fin. Et c'est ça qui a sauvé la mise dans un sens, parce que j'ai pu néanmoins filmer l'exposition au Centre Georges Pompidou. Donc vous allez voir les œuvres. Et je trouve que c'est très important de voir des films, des œuvres qui sont tridimensionnelles avec l'aide du cinéma. Parce que malheureusement, l'image fixe ne montre jamais. C'est rien de mieux que d'aller voir vous-même les œuvres et de se promener autour. Mais évidemment, si on n'a pas ça, j'espère que le film vous aidera à mieux appréhender ce que c'est que l'œuvre de Luciano Fabbro. J'ai appelé le film vademecum, mode d'emploi. Et c'est le terme que Luciano lui-même a donné à son catalogue, à son exposition. Et je crois que c'est Margit qui a dit, nous a fait reconnaître l'idée que Luciano était quelqu'un il aimait bien contrôler les choses, comme je crois tous les artistes, ils ont raison. Ils ont raison. Moi aussi, je veux contrôler mon film. Je veux dire, c'est ça, un artiste. Et donc, il a écrit ce vademecum pour aider le spectateur, le public, à comprendre ce que lui voulait qu'on sache de l'œuvre qu'il a conçue. Donc moi-même, j'ai fait un vademecum, et vous allez voir, parce qu'à la fin, j'ai quand même demandé à Luciano de, s'il vous plaît, faire la voix off
et de commenter le Vademecum en italien et en français, il ne voulait pas le faire. Donc il me restait que la solution que vous allez voir ici, et j'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci, j'ai rien lu de mes notes, mais... Merci. Je voulais seulement dire que mon père a regardé les films l'année passée. Je voulais seulement dire que mon père a regardé le film de Thierry l'année passée et il a dit que j'ai changé d'idée. Hein? Il a changé d'avis parce qu'il avait été très critique, effectivement. À l'époque, il avait été très critique sur le film, mais il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Il faut le dire. Hein? Incubo, buco, tondo rettangolo, a destra impronta, a sinistra struttura ortogonale, al centro buco, ruota a sinistra, al centro raccordo anulare, ancora buco, tondo rettangolo. La bonne marcia. Raccordo anulare, particolare di raccordo anulare, casa di Melani con sotto Efeso e sopra, aspetta, come si chiamava? No, mi ricordo come si chiamava, però se aspetti mi ricordo, ecco, ecco. Due installé dalle... Attention, ça va commencer. Suis Favreau. Cadre-le comme tu peux, c'est l'événement qui compte. Tu es le premier spectateur du film puisque c'est ton œil qui est derrière la caméra. Prends bien le Vademecum. C'est l'espèce de mode d'emploi que Favreau a écrit pour l'exposition. Je t'en lirai des bouts au fur et à mesure, comme ça tu participeras vraiment. Je vois moi-même en face de moi-même, en face de moi-même, en face de moi-même, en face de moi-même, à l'infini. Bon, allons-y. Pendant qu'il parle dans sa boîte en miroir, on va en profiter pour filmer l'expo. Ça n'a l'air de rien, mais ce cube est le début de toute une réflexion sur les habitats. Et aussi sur l'espace et la perception.
crois que tu pourrais entrer dans le cube avec la caméra. C'est ce que le visiteur est censé faire. Sinon, j'incrusterai des photos anciennes où l'on voit que Fabro a fait ce premier habitat à sa propre taille. Bouge pas ton cadre. L'incrustation continuera avec les photos de l'Ospirato. C'est une autre œuvre de Fabro où il joue avec son propre corps, mais cette fois en le faisant disparaître. La prochaine salle est la plus remuante de l'exposition. Fabro l'appelle la salle des sciences. Tiens, ce touriste-là, il va nous faciliter la tâche. Attention à ton ombre. Tu vois, ces œuvres-là sont parmi les plus anciennes que Fabro ait faites. Elles sollicitent directement le spectateur. Tu vois bien que ces reflets et ces transparences ne vivent que s'il y a quelqu'un. Laisse-le évoluer dans le cadre. D'ailleurs, que devient leur cadre ici ? Je crois qu'on comprend que ces pièces ont pour sujet l'expérience qui se tisse entre le spectateur, l'œuvre et l'artiste. Ces œuvres-là s'appellent les Attacapani. Attacapani, ça veut dire porte-manteau. Fabro dit qu'il les a fait pour Manet, Degas, Monet et Cézanne. C'est sa manière de les remercier d'avoir sauvé l'art des peintres pompiers. Mais peut-être que ce sont avant tout des machines à réfléchir la lumière. Tu crois pas qu'on a assez travaillé ? Allez, on va prendre un peu l'air. Ces Attacapani-là, Fabro les a fait pour Naples.
Il dit qu'il confronte deux de ses plus grandes ambitions. Supporter le déclin d'une formidable journée et supporter l'avènement d'une aube nouvelle. Tiens, toi qui travailles avec la lumière, tu sais que le spectre des couleurs change avec la latitude. Il paraît que ces Atacapani ont d'autres couleurs selon le pays où on les accroche. Un habitat pour Fabro, c'est un lieu de sens. On doit s'y sentir bien. Celui-ci, c'est aussi un lieu d'exposition pour ces œuvres que Fabro appelle bijoux. Fabro a aussi dit que cet habitat d'Aix-la-Chapelle est parti de l'idée qui s'est faite du mausolée de Théodoric à Ravenne. Tu connais ? Choréographia, également un habitat. Avance lentement là. Faut pas perdre l'illusion de la profondeur. Fabro a fait une trentaine d'Italies de toutes sortes, comme cette Italie d'or. Et ici, dans cette chorégraphie, il en a mis quelques-unes en scène. Il y a l'Italie cartroudière, Nation italique, et puis Italie en fourrure. Il appelle cela Italie de la douleur. Et puis il y a aussi Italie specula, enveloppée de plomb. Pier Paolo Pasolini, t'as pu lire? Ossip Mandelstam, Giordano Bruno, Malcolm X, Olympe de Gouges. À propos de cette œuvre iconographie, Fabre cite toujours Saint Matthieu. Je veux la tête de Jean-Baptiste dans un bassin. Mais je crois qu'il a surtout voulu montrer que la violence exercée sur le corps représente une violence contre l'esprit. On sent bien pourquoi Fabre pense que ces formes-là évoquent des nus, cadrent bien le réfléchissement, comme tu avais fait tout à l'heure pour les tiges en métal du Mikado.
Ici aussi, Fabro a repris les couleurs primaires du Broadway Boogie Woogie de Mondrian. Et ce boogie qu'on entend là, il fait partie de l'œuvre. Puis il ajoute le thème du nu descendant l'escalier. Et ça, il l'a pris de Marcel Duchamp. Tu sais ce qu'il dit de ça? Qu'il se retrouve comme pratiquement tout le monde à cet âge, en train de faire des œuvres d'après les idées d'autrui. Tu vois ces pieds, Eddie, les pieds. Fabre les a plutôt faits pour explorer les possibilités plastiques des différents matériaux. Le marbre, le bronze, la soie. Et aussi celles de l'horizontal et du vertical. Ces pieds ne sont pas une idée, dit Fabro. Ce sont toutes vos idées. Là, il faut une grande précision de cadre. Nadezhda. Nadezhda, ça veut dire espérance en russe. Tâche de rendre la beauté de l'arête. C'est comme une fente de Fontana ou une fissure de Barnett Newman. Essaie de faire voir que l'angle de la pierre a été découpé en forme d'obélisque, puis remis en place, mais pas tout à fait exactement. C'est ça. Tournons autour, lentement, mais pas mollement. D'après toi, pourquoi est-ce que Fabro a-t-il poli un côté et pas l'autre? Il fait ça souvent. On ne sait pas trop si c'est la pierre qui bloque le livre ou si c'est le livre qui tient la sculpture en équilibre. C'est un peu, même si on n'arrive pas à lire le titre. C'est Contre tout espoir de Nadezhda Mandelstam, la femme du grand poète russe. Elle est témoigne de la mort de son mari dans un camp d'internement soviétique.
Ça, ce sont les obélisques. Obélischi. Phidias, Praxitèle, Donatello, Michelangelo, Canova. Tiens, t'as vu? C'est la stabilité instable, selon Fabre. Fabre dit qu'il n'a pas pris ces grands sculpteurs pour exemple, mais il les a tous trouvés exemplaires. C'est comme les vagues de la mer ou de la plage. Il y a une lumière dans laquelle il peut être une femme, une figure d'une femme. I capelli, il viso, petto, corpo. Da dove venga probabilmente da qualche migliaio di anni di tradizione di questa nascita, ecco. Il faut un peu s'amuser. À la fin, si on ne s'amuse pas, il ne vaut pas la peine de... In cubo, buco, tondo rettangolo, a destra impronta, a sinistra struttura ortogonale, al centro buco, ruota a sinistra, al centro raccordo anulare, ancora buco,
Tonda rettangolo. In cubo. Quel est prêtre in femme, in figura in femme. Allora, i capelli, il viso, petto, corpo. Da dove venga probabilmente da qualche migliaio di anni di tradizione di questa nascita, ecco. Il faut un peu s'amuser. À la fin, si on s'amuse pas, il ne vaut pas la peine de... On arrive à l'infinito. C'est le signe de l'infini, tout simplement. Tiens, je te lis. Fabre dit que si on contemple cette œuvre longuement, elle finit par apparaître comme suspendue au-dessus du sol, et qu'il ne faut pas s'effrayer du léger vertige qu'elle peut alors provoquer. Avance lentement, mais pas trop. Laisse l'œuvre remplir le cadre. Tu peux changer de point de vue si tu veux, mais essaie de conserver la cohérence d'ensemble de l'espace. Il faudrait qu'on puisse déchiffrer ce qui est écrit sur la carte du ciel. Tu sais d'où vient le dessin de ces draps déchirés? Fabre l'a calqué sur la ligne tracée par Lawrence Sterne dans son roman Tristram Shandy pour en évoquer les déroulements. Mais c'est aussi une ligne de vie. C'est certainement pour ça que l'œuvre s'appelle « C'est la vie, c'est l'histoire, c'est la morale ». Il paraît que cette œuvre-là s'inspire d'un vieil instrument d'arpentage. Elle en tire aussi son nom, gros mât. Tu sais à quoi ça servait? Les Romains l'utilisaient pour quadriller leurs camps militaires et même leurs villes. Maintenant tu sais tout.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu prends la place où on avait laissé Favreau? Alors là, vraiment, tu exagères. La mostra, secondo me, ha il ruolo di almeno interrompere, non dico risolvere, la solitudine delle persone, non solo dell'artista, ma di tutte le persone che rompono la loro solitudine di fronte al dialogo con le opere. Ma performance n'était pas parfaite. Ciao. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe. Qui a des questions sur le film? Sinon, on passe directement à la prochaine étape et on lance peut-être le débat. Non, je voulais juste dire, avant qu'on démarre le débat, mais on pourra reparler peut-être du film pendant le débat aussi, comment je trouve que tu as touché une chose dont on a assez peu parlé, parce qu'on a beaucoup parlé du rapport à l'histoire dans ce colloque. Évidemment, c'est très fort de voir ce film, je le dis maladroitement, mais je pense que tout le monde le ressent comme ça, bien sûr, mais je trouve que tu as touché notamment, tout simplement, quand tu laisses défiler le générique, on a beaucoup parlé de l'histoire, mais tu as touché ce rapport à la nature qu'avait Luciano, dont on a peu parlé, mais il me semble que c'était tellement fort pour lui, je sais pas, mais et que tu le montres vraiment toi-même avec beaucoup de force. Voilà, je voulais dire ça simplement. Merci Thierry. J'avais complètement oublié, comme à la fin, il dit « Ma performance n'était pas parfaite ». Mais finalement, à la fin, maintenant que je revois ce film, je me dis qu'il avait refusé dans les situations de répondre à des questions. Et moi, ça me gêne d'avoir été obligé de prendre sa voix, en quelque sorte, vous voyez, parce que c'était vraiment un pis-aller. C'était une chose, on s'était mis d'accord avec Daniel Soutif, je ne savais plus quoi faire. Et tu te rappelles les problèmes, parce que c'est vrai que ça aurait été 1000 fois mieux si Luciano lui-même avait accepté de rentrer dans mon territoire, si on veut, et de accepter d'être, pas interviewé, mais de donner des morceaux de pensée, comme il l'a fait à la fin, vous voyez, où on pouvait faire des citations dites de lui. Et je regrette ça vraiment infiniment. En même temps, c'est vrai que le cinéma nous permet de le regarder, de le voir, de même voir Sylvia avec son bébé qui a aujourd'hui 13 ans, et elle avec les cheveux courts, et ça sert aussi. Parce que finalement, j'étais obligée de tourner une sorte de home movie, un sorte de film touristique,
avec Luciano dans ce parc où il ne voulait pas parler. Alors je dis, bon, ben, monte en bicyclette. Alors bon, est-ce que tu veux parler? Ben, non, je ne veux pas parler. Alors bon, ben, va dans le bateau. Alors voilà, c'était bon, qu'est-ce que je vais faire avec des images comme ça d'un grand artiste? Il est là en train de... Bon, il lit son journal. Bon, maintenant que tu as fini de lire ton journal, est-ce que tu veux répondre à quelques questions? Non. Bon, ok, alors voilà. Donc, vous avez le film que vous avez et j'espère... Comment? Mais tu dis quand même plein de choses. Non, mais je dis essentiellement, je lis je lis au cadreur. C'est-à-dire que j'avais un cadreur très jeune au Centre Georges Pompidou et qui vraiment me posait des questions sur qu'est-ce que c'est que cet art et qu'est-ce qu'on est en train de filmer. Parce qu'il y a tellement de pierres et qu'est-ce que c'est que ça? Et alors c'était un peu ça qui m'a donné la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est lui le public au fond. C'est lui le premier spectateur. Et c'est pour ça qu'à la fin, on voit Fabre sortir de la boîte où je l'ai enfermé. C'était un peu une blague, je l'ai mise en boîte parce qu'il m'a fait souffrir. Alors, c'était une blague de pouvoir avoir en quelque sorte le dernier mot sans l'avoir. Mais en fait, celui qui est resté dans la boîte en miroir, c'était le cadreur, qui au fond est le premier spectateur parce que c'est lui qui filme. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai justifié cette entreloupée. Peut-être de rappeler qu'à ces années-là, c'est vrai que Luciano était particulièrement sensible à la question de la parole, mais c'est vrai aussi que c'était des années particulièrement intenses sur la marchandisation de la parole des artistes. Hein. Et Luciano était très réticent. Et je pense qu'il y a un contexte important qui explose dans les années 2000, hein, plus ou moins, tu vois, avec une énorme diffusion de la parole. Hein. Il n'était pas le seul. Parce que j'ai essayé quand même d'interviewer beaucoup d'artistes aussi. Et quand on a fait, par exemple, Daniel, tu te souviens, quand on a aidé à faire le film pour l'art en 93 à la Biennale, on voulait interviewer Polk. Et il a craché des noyaux de cerises contre la caméra. C'était vraiment à ce point-là, c'était une vraie routine, un vrai refus. Bon, peut-être on passe à la table ronde. On s'installe. Monsieur. Il faut que les organisateurs soient au milieu. Au milieu, parce que c'est mieux que les passe-paroles soient au milieu. Excuse-moi. Là. Peut-être aussi une demoiselle au milieu. Des fois, mais pas. Et il n'y a plus de... Tu vas de l'autre côté. Ben non, il faut qu'il soit au milieu, c'est pas pratique, sinon. Ouais, ce serait un peu mieux. Fais attention parce que... Il y a tous les cas. Attends. Non, laisse. Voilà. Vous avez assez de place? Tenez. Je peux me déplacer encore plus bien, Bruno. Sinon, t'es... Dernière partie de ces travaux, nous avons pensé de proposer une table ronde autour, en essayant de sortir peut-être de l'aspect plus proprement plastique dans lequel nous avons jusqu'à maintenant placé les discours ou nos différentes interventions et tentatives de répondre à la question de l'autonomie. Et ouvrir ça, un rapport entre
l'artiste, son autonomie, son espace propre, son lieu, et les lieux qui sont censés représenter ou présenter son travail, donc qu'on appelait les institutions, mais peut-être le mot institution n'est pas assez large. Il définit déjà une structure. Or que les lieux des expositions et tout ce qui va autour, c'est-à-dire le travail, la construction de l'exposition, me semble-t-il, est quand même un aspect plus large et qui a une histoire aussi et qui a des attitudes différentes. Et donc, nous avons invité à cette table ronde Daniel Soutif, qui donc a un parcours de journaliste et de commissaire, directeur du musée et accompagnateur d'artistes, peut-on dire ça? Et, non, mais ça me semble quand même un aspect important dans le... Non, mais il n'est pas le seul. Hein. Nous sommes plusieurs à avoir accompagné, vous êtes plusieurs à avoir accompagné. Et que, donc, à l'époque de ces films, tu t'occupais de la partie diffusion au centre Georges Pompidou. Et à d'autres occasions, tu as exposé l'œuvre de Luciano et tu as entretenu avec lui des dialogues dans les temps. Sarah Tritz, donc une jeune artiste que beaucoup d'entre vous ont déjà vue et qui a fait ses études à l'école. Et Bruno Corra, qu'on a vu ce matin, qui donc actuellement dirige la réalisation du musée de Lugano, mais qui a donc lui aussi par revue et par ses revues ses différentes fonctions de directeur et de commissaire et de critique accompagner les artistes et Luciano Fabbro depuis les années 70. Et Jean-Louis Mauban, qui est donc fondateur jusqu'à il y a très très peu de temps, donc on peut dire jusqu'à la dernière exposition de l'Institut d'art contemporain, dirigeait cette institution et développer cette institution, et que dans les années 80, mais je ne me souviens plus la date, tu avais fait 86, tu avais fait une monographie de Luciano Fabbro à l'Institut de Villeurbanne, et récemment, donc dans la dernière exposition sur les 30 ans, tu avais réexposé 3 œuvres de Luciano Fabbro. Comme le temps dont nous disposons est relativement court, l'idée est d'aller vers des questions très très directes et d'inviter déjà trois des témoins qui ont travaillé avec Fabbro dans un cadre de centre d'art, d'institution et de musée, à poser la question de la relation à l'autonomie de l'œuvre ou de Fabbro ou la leur, ou comment celle-ci se jouait, en quelque sorte, comment la construction d'un projet d'exposition d'œuvres de Fabbro se négocie avec lui-même. Donc peut-être que Jean-Louis, tu commences, puisque tu es le plus proche de nous. Il en faut bien un qui commence. Non, tout va bien. Je continue. Et l'idée ensuite, quelques réponses complémentaires qui seront aussi dirigées que celle-ci. Après, ils s'autoriseront, parce qu'on les connaît un petit peu, à de toute façon biaiser soit les questions, soit les réponses. On parle de l'autonomie de l'orateur, c'est ça? Oui, le problème de l'autonomie, c'est une question récurrente dans les débats actuellement. J'ai plutôt tendance à éviter le mot et à parler autrement, à parler d'ambition de l'œuvre et d'ambition de l'artiste, plutôt que de revendication d'autonomie, parce que je vois mal à quoi ça correspond. On en débattra tout à l'heure avec Daniel Soutif. Mais la question était la position du commissaire quand il a une exposition à faire. Moi, j'ai toujours privilégié les expositions personnelles parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour le public le plus large possible de rentrer dans l'œuvre, d'apprivoiser l'œuvre. Par exemple, pour Luciano Fabbro, on avait en 86 effectivement présenté les œuvres premières comme Impronta, comme le vers Mezzo Specchiato, comme Croce, jusqu'au Piedi, jusqu'à des œuvres de l'actualité de Luciano Fabbro à cette époque. Bon, il se trouve que, comme d'habitude, moi je suis plutôt quelqu'un qui écoute les artistes parce que je pense que la parole de l'artiste est première. J'ai toujours pas changé de point de vue depuis 30 ans sur le sujet.
c'est l'artiste qui m'importe, c'est sa parole qui m'importe. Tout le reste est, dans le meilleur des cas, réducteur. Moi, je crois à la parole de l'œuvre, et dans le cas de Fabro, c'est évident, c'est encore plus évident peut-être que pour d'autres. J'ai fait la même chose avec Alighiero Boetti, avec Giulio, avec d'autres. Chacun le sait. Il se trouve aussi que ce qui est agréable dans ce métier, c'est de conserver des rapports avec un artiste. C'est-à-dire que j'ai retrouvé Luciano à l'occasion de l'exposition de la collection du musée de Eindhoven, la collection Stein, plus récemment avec les 30 ans de l'Institut. Et puis surtout, on a dans la collection une œuvre de Luciano qui est présentée de manière assez fréquente en version entoilée. Donc c'est la façade du Redentor, et c'est une pièce qui, pour nous, est insuffisante pour représenter le travail de Luciano. On n'a pas pu faire mieux, faute de moyens. J'aurais bien aimé avoir Volare, j'aurais bien aimé avoir un des nus descendant l'escalier, puisqu'on a des escaliers à l'Institut. Je dois dire que leur place était tout à fait évidente. On avait montré les Attacapani de la collection Stein à l'époque, enfin beaucoup de choses. Donc c'est une œuvre familière aussi les discussions. Je crois que c'était un artiste qui avait la parole généreuse, en fait. Il aimait discuter, peut-être en petit comité plutôt. On lui a demandé de faire une leçon d'artiste à Villeurbanne. Il est venu faire une leçon d'artiste. On ne l'a toujours pas décryptée ni publiée, mais elle existe, etc., etc. C'est quelqu'un qui se prêtait au débat. J'ai un souvenir de 2 artistes dans les 30 ans de l'Institut qui ont improvisé des rencontres avec notamment un public d'étudiants, comme aujourd'hui. C'est Jeff Wall et Luciano Fabro pendant l'accrochage, c'est-à-dire avant le vernissage, et même à un moment où c'est plutôt gênant d'avoir des passagers dans les salles. Luciano, je me souviens très bien, entre les 2 bâtiments de l'époque, au pied de la croix, se retrouvant devant une vingtaine d'étudiants qui le mitraillaient de questions, et il y a passé l'après-midi. Nous, on était plutôt l'arme au pied, en train de manipuler les marbres et autres pieds. Lui, très décontracté, discutait avec les étudiants. Il était dans une de ses facettes, celle de prof, puisque là aussi, c'est la marque des grands artistes, me semble-t-il, c'est qu'il a laissé un héritage spirituel, intellectuel, esthétique à plusieurs générations d'artistes. Ce n'est pas Bernard qui va me démentir, mais j'ai rencontré, par exemple, de toute jeune génération italienne actuellement, qui sont visiblement sur les traces de Luciano, qui exposent chez Tucci Rousseau. J'ai oublié leur nom aujourd'hui, j'aurais dû m'en inquiéter, mais il y en a au moins 2 d'excellente qualité et 2 autres qui sont plus, disons, épigones formelles, moins denses. Donc voilà comment se pratique une association entre un organisateur d'expo, je préfère le mot, et un artiste. Bon, moi je tenais à ce qu'il soit dans les 30 ans, puisque sur les 140 artistes qui ont été présentés en exposition personnelle ou collective courte, il a fallu choisir, et Luciano Fabro était naturellement dans les 10 ou 11 qu'il était nécessaire de présenter à nouveau. 1, pour leur rendre hommage. 2, parce qu'ils ont compté dans la vie de l'institution. C'est eux qui ont compté dans notre vie. Peut-être accessoirement parce que l'exposition qu'on avait faite en 86 a déclenché quelque chose aussi dans le chemin de Luciano Fabro, puisque l'exposition a été reprise ensuite en Écosse, à Fruit Market, et elle a servi de base à l'exposition organisée par Suzanne Paget à l'Arc. Donc à partir de cette accointance avec Luciano Fabro, c'est décoincé
un début de tournée d'exposition. Ensuite, il y a eu le Centre Pompidou, etc., etc. Mais disons que c'était la première grosse exposition de Luciano à caractère rétrospectif, puisqu'on mêlait beaucoup d'époques de sa production. Finalement, 60-86, ça faisait déjà 25 ans d'œuvres sérieuses derrière lui. Voilà, je ne veux pas m'étendre puisque le temps est compté. Je passe à qui? À Bruno. Bruno, tu as un micro? Oui. C'è un micro. Moi, j'ai des choses que je voudrais proposer pour notre réflexion.